thème de la formation qui nous réunit ce matin est bel et bien la connaissance de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives. Vous conviendrez avec moi que dans le cadre de notre mission d'appui à l'organisation des opérateurs, c'est un thème non seulement essentiel, mais il demeure la base des connaissances que nous devons avoir pour réussir cette mission. Et l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives demeure le cadre légal dans lequel nous devons situer toutes nos interventions en matière d'organisation des opérateurs. C'est pour cela que je me réjouis de votre présence effective ce matin à cette session de formation des agents de l'OCPV. C'est le lieu pour vous d'écouter religieusement, de noter quand il faut le faire, mais surtout de questionner pour une meilleure compréhension. Liberté aux citoyens de s'organiser. C'est dans ce cadre-là qu'on a vu naître les GVC, groupements à vocation coopérative, qui vont muer bien plus tard en des groupements de plusieurs ordres, tels que les associations coopératives, etc. Bon. Alors, donc c'est pourquoi cette formation-là aura pour objectif global de contribuer à l'amélioration des conditions d'organisation et de professionnalisation des acteurs des filières de production agricole. Voilà un peu, si vous voulez, l'intérêt de ce texte de loi, c'est-à-dire l'acte uniforme portant sur le droit des sociétés coopératives. La différence, actuellement sur les tests de l'OHADA et les tests de 1997. On parlait plutôt d'agrément par le passé. C'était un agrément. Je souhaite que les formateurs puissent vraiment préciser quelle est l'importance de migrer de GVC jusqu'à la société coopérative, parce que c'est ça, pour moi, la question fondamentale. Quand on parle de société, en Côte d'Ivoire, on a un guichet unique de création des sociétés, qui est le CPC. Guichet unique. Vous allez au CPC, vous rédigez le statut de votre société, avec la dénomination sociale, tout ce qui est capital social, tout ce qui est durée de vie de la société, etc. Et donc vous allez après avoir rédigé le statut, vous allez faire immatriculer le statut. En tant que juriste, vous qui êtes un expert, quand un pays ratifie une loi supranationale, est-ce que ces lois nationales qui concernent le domaine qui est touché par cette loi supranationale sont automatiquement abrogées ou bien continuent à prospérer? Il y a des motifs de dissolution des sociétés. Tant que vous êtes dans le cadre juridique, on ne peut pas vous dissoudre. On ne peut pas vous dissoudre. Voilà aussi un des éléments, des intérêts de la création des sociétés par rapport à la délivrance d'agréments. J'aimerais qu'on nous donne un peu la différence entre l'association et puis la société coopérative. La différence fondamentale, à mon sens, c'est qu'on est passé d'agrément à une affaire de société. Agrément, acte administratif, à société, acte juridique fondamental en matière de création des sociétés coopératives. Je veux savoir exactement les arguments qu'il faut donner, les éléments d'information, puissent comprendre que aller en société coopérative simplifiée ou aller en société coopérative avec un conseil d'administration a plusieurs avantages. Le premier élément. Le deuxième élément, lorsqu'on a analysé ici les dossiers de demande de fonds Covid, il y a un élément, deux éléments importants qui nous ont frappés. Très souvent, les gens sont organisés en coopérative, mais ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de naissance juridique, donc un régime de commerce et de crédit immobilier. Et après de 99,99%, ils ne sont pas immatriculés auprès des centres des impôts. Ça veut dire qu'il y a un régime d'imposition
dont ils se soustraient expressément, dont il n'y a pas d'information. Si ce régime-là existe, alors est-ce qu'on peut les savoir et les conditions d'application? Pour créer une société coopérative simplifiée, il y a un certain nombre de... le nombre de membres, le nombre de membres est différent de celui des sociétés coopératives avec conseil d'administration. Vous remarquez aussi, vous allez voir que souvent l'objet de la société coopérative ne colle pas véritablement avec les activités de la coopérative. Donc, quel recours peut-on faire? Un État peut faire pour amender un peu les tests comme l'acte du M. Chabi qui demandait quels sont les recours possibles si nous distinguons ou bien nous voyons des failles dans le déroulement des choses. Une fois qu'un texte est pris, plan communautaire, ça s'applique à tous les 17 États. Ce n'est pas un texte singulier qui s'applique seulement à la Côte d'Ivoire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce que vous dites n'est pas contraire au texte en vigueur au niveau des lois d'art, on peut légiférer, nos députés peuvent légiférer, et puis en appui du texte loi d'art. Parce que ce sont nos réalités ici. Il y a l'opération, il faut. Alors, combien? Le nombre de confédérations. Ensuite, le nombre. Oui, c'est ça. Bien. Le minimum de membres pour chaque maillon. Est-ce qu'il y a des unions de coopératives? Il faut combien d'unions à l'intérieur? Au moins deux. Parce que le caractère unipersonnel n'existe pas ici en matière de société coopérative. Une seule personne ne peut pas créer une société coopérative. Ce n'est pas comme dans les sociétés commerciales. Okay. Les sociétés coopératives ne sont pas unipersonnelles, elles sont pluripersonnelles. Au niveau des fédérations, il faut combien d'unions? Au niveau d'une fédération. Au niveau d'une fédération, il faut combien d'unions de coopératives? Au moins deux unions. Au niveau de la confédération, il faut combien de fédérations? Au moins deux. Okay. Donc, à ce niveau, on appelle le balayage. Oui, c'est clair. Monsieur Digaï. On entend souvent parler d'interne les fêtières. Où on positionne les fêtières par rapport aux différentes organisations qu'on vient de voir. Ou bien c'est des organisations à part. Ce n'est pas des organisations à part. C'est des organisations qui font partie intégrante de la vie des sociétés coopératives. Ce sont des organisations qui font partie intégrante de la vie des sociétés coopératives. Et j'ai dit ici que pour consolider les coopératives, pour les booster, l'existence des fêtières n'est pas fortuite. Il faut même ça. Même si il n'y avait pas de fêtières, il fallait les créer. Il faut même ça. Moi, je vais aller La notion fêtière. S'il vous plaît. Moi, je vais aller plus loin. S'il vous plaît. C'est les unions, les fédérations, les confédérations qui sont sous le vocable de fêtière. Non commun. D'accord. Donc on retient que le nom commun des unions, des fédérations, des confédérations, on peut abusivement dire fêtière, par analogie utiliser le mot fêtière pour toutes ces trois entités. Ok. On parle de parler d'actionnaires. Avant, on parlait de coopératives, on parlait des adhérents. Maintenant, on parle de sociétés coopératives, on parle d'actionnaires. Ce sont des sociétés. Ce sont des sociétés. Quand on parle de sociétés, on parle d'actionnaires. Au niveau des sociétés coopératives, on parle plutôt de membres. Membres ou coopérateurs. Membres ou coopérateurs. Alors, on pourrait arriver à actionnaire, mais c'est une façon de marquer une distinction au niveau des différents types de sociétés. C'est fait à dessein, c'est pour marquer la différence. Sinon, on ne s'y retrouverait pas. Actionnaire ici, actionnaire là, etc. Donc, c'est différentes organisations, sociétés coopératives, unions, fédérations. Est-ce que dans l'acte, ce sont les mêmes articles qui sont utilisés ou qu'il y a des spécificités pour chaque organisation? Qu'à un certain niveau, il va falloir préciser les choses. La forme, quand vous rédigez le statut, la forme de la structure, vous devez mettre ça. Quand vous allez mettre la forme, vous n'allez pas mettre société coopérative, vous allez mettre union de... Voilà. Ça fait déjà une distinction. Au niveau de la durée de vie
de cette structure également, il n'est pas forcément obligé de faire ça comme les sociétés coopératives. Est-ce qu'au niveau des sociétés coopératives, on peut parler d'apport en industrie? Les sociétés coopératives, ça dépend de l'objet. Il y a des sociétés coopératives où l'objet ne permet pas qu'on admette un apport en industrie. L'apport en industrie, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire de l'individu. Hein? Ce sont, généralement, il ne s'agit pas de sociétés de capitaux. Mais dans les sociétés de capitaux, l'apport en industrie est quasiment exclu. Alors, très souvent dans nos échanges, nous parlons des acteurs de la chaîne des valeurs. Alors, je voudrais savoir quelles sont les modalités si on veut créer une coopérative qui a une vocation intégrée, c'est-à-dire qui va porter à son sein les producteurs, les commerçants, les transformateurs et les commerçants. Et nous voulons créer un groupe de ces gens-là qui soient intégrés, une coopérative intégrée. Quelles sont les modalités si effectivement cela est possible? Vous avez parlé des transporteurs, des producteurs, etc. Ça concerne ce qu'on appelle les réseaux. Il faut créer un réseau. Le réseau il fonctionne un peu comme en matière de société, il fonctionne un peu comme ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique. Quand on dit société coopérative de commercialisation, qu'est-ce qui peut être les différentes fonctions et qui peut être non? Mais lorsque vous avez choisi de créer une société coopérative avec un objet civil, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tout ce que vous faites est civil. L'agriculture, l'artisanat, etc. Mais quand vous parlez de commercialisation, ça veut dire que, de façon sous-jacente, ça veut dire que tous ceux qui sont membres sont des commerçants. Or, ceux qu'on appelle commerçants en droit... Autour de cet intérêt, on peut prendre tout cela dans la chaîne. En fait, voilà la question. Est-ce que des producteurs de vivriers, par exemple de tomates, peuvent se mettre ensemble pour commercialiser leur production? Parce que c'est pas une société coopérative de commercialisation de, par exemple, tomates. Et on retrouve des producteurs, mais ces producteurs-là, ils vendent leur production. Ils demandent, est-ce que c'est possible? Peut-être lever la contrainte, décide d'aller en regroupement, veut créer une association. Quel sera l'objet de ce regroupement? C'est-à-dire que la notion de commercialisation est sous-jacente, hein, c'est des producteurs, mais on ne produit pas pour consommer soi-même. On produit pour écouler, pour liquider la production, on produit pour écouler. Forcément, l'idée de commercialisation existe de façon sous-jacente. Mais il faut les reconnaître les qualités, le statut qui est statut de producteur. Il décide de coopérative, une coopérative de producteurs qui a donc un objet civil. Pourquoi on m'oblige à pouvoir avoir le RCCM? Le registre du commerce, ça permet de vous reconnaître comme étant une entité légalement constituée. Vous-même, là, ça vous arrange en matière de règlement des conflits éventuels qui peuvent surgir lors de l'exploitation de votre activité. C'est ça. Ok, il produit un hectare de manioc. Si un hectare, il produit un hectare de manioc que je vends, je ne suis pas commerçant. Mais si un hectare, que je prends un hectare du voisin pour compléter sur ma production, pour vendre, on devient commerçant. C'est là que les impôts disent quoi? Quand tu veux faire les statuts, il faut regarder tout ça. Parce que si même production, il y a son imposition. Quand tu mets commerçant, il y a son imposition. Mais comme nous devons faire production, commercialisation, transformation, et pour le côté commercialisation et transformation, ils imposent. Voilà. Donc, puisque le producteur, par exemple, qui vend son produit n'est pas commerçant, c'est préféré les mêmes productions. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est le registre de sociétés. Vous voyez, pour une société de commercialisation, ça veut dire qu'elle fait du commerce, elle achète et puis elle vend. Alors, elle est soumise à un régime fiscal spécifique. Bon, voilà. Celle, par exemple, qui produit, elle est soumise à un régime fiscal spécifique. Vous allez voir que quand on monte un dossier de recherche de financement auprès d'une banque, selon la nature de la société, l'objet, sera déterminé le type d'accompagnement qui sera fait. Soit l'acceptation de cette recherche de financement-là, ou bien du rejet.
nous voudrons bien que vous nous aidiez dans ce sens-là, pour qu'on ait une lisibilité. Si on veut bien conseiller ces entités-là, à soit rester dans le cadre du régime de société coopérative ou bien aller en LCCM. Libre à vous d'y rester. Moi, je ne peux pas vous dire, prenez ça forcément. Hein? Parce qu'en tant que juriste, je sais qu'on va vous demander des garanties forcément, d'un côté comme de l'autre. Des garanties forcément. Donc, si vous devez donner des conseils à des gens, s'ils veulent être producteurs, ils peuvent rester producteurs. Et leur dire que leur production ou bien leur plantation, etc., vont leur servir de garantie pour l'emploi de prêts ou de crédit, etc. Il ne faut pas leur faire basculer de la production à la commercialisation forcément. Parce que chaque secteur a ses difficultés, a ses avantages.